Une Terre boule de neige, une autre désertique. Nous ne sommes pas dans Star Wars, mais dans la véritable histoire de notre propre planète. Le climat a toujours changé, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Ça c'est vrai. Et avec quelques degrés de plus ou de moins, la Terre peut prendre des visages très différents. Et ça bouleverse fortement de nombreuses formes de vie, et notamment l'espèce humaine, vous allez voir. Alors pour mieux comprendre ce qui nous arrive actuellement, plongeons dans notre histoire climatique. Imaginez qu'on anéantisse 7 espèces terrestres sur 10, et que dans les océans, 95% environ de la vie disparaissent. C'est ce qu'il s'est passé il y a environ 250 millions d'années. Et c'est en partie associé à un profond changement du climat, vous allez voir. Juste avant, pour ne pas rater ce type de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Pendant des millions d'années, la Terre évolue fortement. Les continents se déplacent, puis forment peu à peu une immense Pangée. Arrêtons donc un premier moment ici, il y a un peu plus de 250 millions d'années. À ce moment-là, dans les océans, des sortes de requins géants dominent la chaîne alimentaire. Sur la terre ferme, il faut imaginer des insectes géants et de gros animaux à 4 pattes qui pondent des œufs. Mais cette face du monde, elle va être complètement dévastée lors de la terrible crise du Permien-Trias ou Permo-Trias. On arrive à une crise qui est la plus grande de toute l'histoire de la Terre, en fait. Cette crise arrive dans un monde qui est déjà en perte de biodiversité. Il y a, voilà, ces coups de boutoir qui mettent fin à 95% de la vie marine et à peu près 70% de la vie terrestre. On a les trilobites qui peuplaient tous les fonds marins depuis 500 millions d'années, arrivés là, qui vont complètement disparaître. Alors je me suis demandé ce qui a pu causer ce gigantesque anéantissement de la vie. Autour de cette période, les scientifiques trouvent des indices de mouvement des continents et d'impact de météorites. L'importance de ces facteurs fait l'objet de débats, mais un autre facteur est plus consensuel. Nous sommes en Sibérie et pendant environ 1 million d'années, une activité volcanique ultramassive se produit. Ce sont des grandes marches de basalte qui témoignent sur une extension vraiment très très vaste d'un méga-volcan qui a craché à ce moment-là. Ça a vraiment introduit des perturbations globales. À certains endroits, les couches de lave atteignent alors jusqu'à 3 km d'épaisseur et de grandes quantités de gaz toxiques sont rejetées. Mais ce n'est pas tout. Vous allez voir, cette longue crise coïncide avec l'un des plus importants changements de notre climat. On va prendre l'histoire simplifiée de la température moyenne de la Terre telle qu'elle a été estimée par plusieurs équipes de scientifiques sur plus de 500 millions d'années. Avec ça, on va voyager dans le temps jusqu'à aujourd'hui. À partir d'il y a environ 280 millions d'années, on sort doucement d'une période très froide. Et là, tout change. En fait, la température moyenne augmente d'une dizaine de degrés. Ça nous mène à un monde autour de 30 degrés de moyenne, 2 fois plus chaud qu'aujourd'hui. Les grandes étendues glaciaires disparaissent, l'eau monte et gagne du terrain sur certains continents. L'enchaînement précis des événements et les responsabilités spécifiques de chacun dans le réchauffement et dans l'anéantissement de la vie sont encore débattues entre scientifiques. Et la dernière hypothèse qui est un petit peu la plus récente, l'hypothèse d'un relargage très abrupt de méthane depuis les fonds océaniques. Donc d'un gaz à effet de serre, puisque ça on le voit dans les témoins géologiques. Ce qui est sûr, c'est que ce nouveau climat chaud et sec, il ne convient plus à plusieurs espèces. Et dans les océans, il contribue à baisser le taux d'oxygène selon le Muséum national d'histoire naturelle. Au milieu de cet anéantissement d'ampleur, quelques espèces réussissent à survivre. Elles profitent des territoires laissés en grande partie vacants par la disparition des autres espèces pour se développer et de nouvelles espèces font leur apparition. Mais ça prend du temps. Il va falloir à peu près 100 millions d'années pour retrouver les mêmes valeurs de biodiversité dans l'environnement marin. Il n'y a qu'un écosystème qui va réagir un petit peu mieux. Il faut quand même 10 millions d'années aux zones récifales coralliennes pour reprendre le dessus. Pour se rendre compte, 10 millions d'années pour reprendre le dessus, ça fait quand même 33 fois plus que l'existence totale de notre espèce sur Terre. Et ce changement climatique, vous allez voir, c'est loin d'être le dernier. L'Antarctique en forêt tropicale avec des palmiers et des ancêtres de crocodiles. Le pôle Nord couvert d'une forêt de mangroves. Bienvenue dans le PETM ou maximum thermique du Paléocène-Éocène. Le gros dernier maximum de choses sur Terre, il est enregistré là. Depuis notre précédent arrêt, les continents ont bien avancé leur séparation. Nous voici donc il y a un peu moins de 60 millions d'années dans un monde qui se réchauffe très doucement. Et là, il va se produire ça. C'est sa rapidité qui fait sa particularité. Et en ça, il est très similaire à ce qui se passe aujourd'hui. Sur Terre et dans les mers, si certaines espèces tropicales vont se développer, d'autres animaux meurent en masse. Et des espèces s'éteignent complètement. Le réchauffement est tel qu'il impacte même les grandes profondeurs des océans. L'amplitude du changement de température sur les fonds marins, on pense que c'est à peu près 5 degrés. Et donc, on a des événements de perte très importants de diversité, à peu près 30% d'extinction. Autre changement important, sur Terre, des chevaux préhistoriques perdent 30% de leur masse corporelle.
Ça, c'est un effet que j'imaginais pas du tout, mais ça touche de nombreux animaux mammifères. Cette évolution, en quelque sorte, elle permettrait de moins souffrir de la chaleur. Mais qu'est-ce qui provoque des changements de si grande ampleur? Avant ça, la température moyenne, elle a connu plusieurs changements, généralement liés à l'orbite de la Terre, à des déplacements des continents ou des circulations océaniques, ou à des changements dans les concentrations de CO2 ou de méthane dans l'atmosphère. Des changements plus brefs ont pu être dus à des mégavolcans ou à des météorites, comme pour l'extinction des dinosaures. Alors pour rendre plus vivante cette vidéo, je n'ai pris que 5 changements, mais n'hésitez pas à faire pause sur la courbe ou à consulter les sources sous la vidéo YouTube pour voir d'autres exemples. Là nous sommes donc ici et la température augmente fortement. Et elle mène à un monde autour de 25 à 32 degrés de moyenne contre environ 15 degrés aujourd'hui. La vitesse de remontée, si je prends l'événement dans sa globalité, oui, on peut compter 1 million d'années, mais sinon c'est extrêmement rapide, c'est quelques milliers d'années. Ce changement, il rendrait une large partie de la Terre inhabitable pour les humains selon cette étude. Alors quelles en sont les causes? Quand on regarde la signature géochimique des isotopes du carbone, par exemple, on a l'impression d'un trait en fait. On voit qu'il y a un relargage de gaz. Ce réchauffement brutal aurait donc été au moins en partie entraîné par ce rapide relargage de gaz à effet de serre comme le méthane ou le CO2 selon plusieurs études. Ce qui est moins clair, c'est qu'est-ce qui libère ces gaz? Certaines hypothèses pointent là aussi des éruptions volcaniques ou la fonte du pergélisol en Antarctique, qu'on appelle permafrost en anglais. Mais il existe d'autres hypothèses. On est encore en train d'essayer de comprendre. Le relargage du méthane, est-ce qu'il serait lié à des instabilités des fonds marins? À la faveur de séismes, on peut avoir comme ça des relargages de méthane. Notons que plusieurs de ces mécanismes ont pu se cumuler et interagir. Mais ce n'est pas tout. Une fois que la température redescend, les chevaux préhistoriques dont je vous ai parlé, dans l'actuel Wyoming, ils connaissent une réaugmentation partielle de leur masse corporelle. Et en parallèle, une partie des arbres qui avaient disparu sur place reviennent après coup. Une crise, c'est un grand coup de boutoir, effectivement pour les espèces qui ne passent pas la crise, mais c'est une période de renouveau juste après pour toutes les espèces qui ont réussi à passer la crise. Les animaux et les plantes peuvent se déplacer, survivre dans des refuges, puis une fois les changements apaisés, et si les circonstances le permettent, retourner dans leur zone d'origine. Une des conditions, c'est qu'ils ne soient pas en parallèle bouleversés par d'autres facteurs, comme l'impact d'un astéroïde ou une importante activité volcanique par exemple. Selon cet article de paléoclimatologue, ce serait quand même 150 000 ans qui seraient ensuite nécessaires à la Terre pour parvenir à absorber cet excès de carbone et pour finalement se refroidir. Alors ok pour ces exemples très lointains, mais avec des humains dans l'histoire, qu'est-ce que ça donne? Nous arrivons dans un monde proche du nôtre, mais dans un monde de glace. C'est le dernier maximum que la Terre ait connu en termes de volume de glace. Et là, notre propre espèce, Homo sapiens, y est confrontée. C'est un monde où le niveau de la mer est 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui environ. On pourrait presque aller en Angleterre à pied puisque la Manche n'est alors plus qu'un petit fleuve. Et ce n'est pas la seule zone qui se retrouve en dehors de l'eau à la surface du globe. Dans l'hémisphère nord, la glace recouvre une surface bien plus grande qu'aujourd'hui. Il faut imaginer donc des glaciers qui descendent vers le sud, donc jusqu'à à peu près la latitude de Londres pour la zone européenne, jusqu'à la latitude New York pour les glaciers de la Laurentide, avec des épaisseurs très importantes. Beaucoup plus au sud, dans les tropiques, des forêts entières sont transformées en savane. À ces endroits, plusieurs populations humaines semblent réussir à se maintenir selon cette étude. Mais ça ne va pas être le cas dans une bonne partie de l'Europe. En même temps que ces glaciers descendent, on va avoir des ceintures végétales qui vont descendre. On a des grands vents qui coulent le long du glacier qui sont très denses en périphérie immédiate. Là, ça génère des déserts polaires. Donc, autour de Paris, il faut imaginer qu'on avait des déserts polaires. Les animaux changent aussi radicalement. Des lions des cavernes, des mammouths, des rennes et d'autres espèces plus adaptées au froid gagnent des zones de plus en plus grandes. A l'inverse, d'autres animaux doivent migrer vers le sud pour survivre ou disparaissent à de nombreux endroits. Pour survivre, de nombreux groupes humains se concentrent dans le sud de l'Europe où les conditions restent plus clémentes. La population du continent chuterait fortement, passant d'environ 330 000 individus à peine 130 000 personnes, selon une estimation de 2015. Alors que s'est-il passé? Cette période, c'est ce qu'on appelle le dernier maximum glaciaire. Depuis notre précédent arrêt, on a beaucoup avancé. D'abord, pendant plusieurs millions d'années, la Terre connaît une tendance au refroidissement progressif. Donc on va avoir cette prise en glace de l'Antarctique et puis petit à petit on va avoir cette prise en glace de l'hémisphère nord. Depuis environ 3 millions d'années, on connaît une alternance de périodes glaciaires et interglaciaires. C'est en gros un cycle où s'enchaînent des périodes plus chaudes et des périodes plus froides. Et dans la période récente, chacun de ces cycles se fait sur environ 100 000 ans. Reprenons donc où on en était juste avant le dernier maximum glaciaire. On sort donc d'une période chaude ici.
Il faut alors imaginer que des changements d'orbite de la Terre diminuent légèrement l'ensoleillement que l'on reçoit, notamment autour du pôle Nord. Une valeur qui compte, c'est celle de l'insolation à 65 degrés nord. Si l'intensité baisse, on va avoir tendance à former des glaciers puisqu'on va accumuler la neige qui est tombée en hiver, elle ne va pas fondre en été. Ces surfaces blanches, elles vont en gros renvoyer davantage l'énergie qui vient du soleil et donc amplifier à leur tour le refroidissement. On parle d'un albédo plus élevé. C'est vraiment une boucle qui s'auto-alimente. Et après, en interne, il va y avoir des boucles de rétroaction et ça fait intervenir les gaz à effet de serre. Donc le CO2, le méthane. C'est ça qui, en plusieurs milliers d'années, mène au dernier maximum glaciaire il y a environ 23 000 à 19 000 ans. Un monde en partie hostile, très différent du nôtre. Et pourtant, entre une période glaciaire et une période chaude, il y a à peine autour de 5 degrés de différence en moyenne. Mais bientôt, cette période glaciaire ne sera plus qu'un lointain souvenir. La période climatique dans laquelle on entre, elle s'accompagne d'une étape fondamentale dans l'histoire humaine. Après le dernier maximum glaciaire, le cycle continue et en plusieurs milliers d'années, la température se réchauffe. Les glaces continentales fondent progressivement et le niveau des océans remonte. Les populations d'Homo sapiens, cette remontée du niveau marin de 120 mètres en altitude, ils n'ont vécu. Donc il y a des zones qui ont été ennoyées, des territoires complètement modifiés à cette époque-là. Il y a environ 12 000 ans, on entre dans la période dite de l'Holocène. Un phénomène qui m'a marqué à peu près à cette période, c'est l'apparition du Sahara vert. Oui, vous avez bien entendu. Il faut imaginer dans l'actuel Sahara des vastes étendues de végétation et même des lacs gigantesques. Le lac Tchad est alors 150 mètres plus élevé qu'aujourd'hui et c'est même le plus grand lac du monde. Ça, c'est dû à d'importants changements dans les régimes de pluie qui accompagnent le réchauffement de cette période. On aurait à un moment donc beaucoup plus de moussons, une intensité plus forte et donc des pluviométries plus importantes. Donc un Sahara qui devient plutôt non pas un désert de sable mais plutôt un Sahel. Et par la suite, le Sahara va se transformer en ce qu'on connaît. Si on reprend en Europe, des forêts s'étendent peu à peu. On voit très clairement qu'au moment de la déglaciation, les hommes, en même temps que les végétaux et que les animaux qui consomment, vont migrer vers le nord. Mais l'Holocène, c'est aussi une période où l'humain va connaître d'importants changements. Dans le monde, alors que jusqu'ici notre survie reposait sur la chasse et la cueillette, nous allons nous mettre à cultiver des aliments et élever des animaux. Il y a d'autres facteurs humains qui interviennent, mais cette transition serait clairement favorisée par les nouvelles conditions climatiques selon cet article. Cette vague de sédentarisation, on part de la Mésopotamie il y a 12 000 ans grosso modo et arrive chez nous il y a 6 000 ans, au moment de l'optimum thermique Holocène. L'agriculture et le fait de s'installer quelque part, ça va progressivement nous amener aux sociétés beaucoup plus complexes de l'Antiquité puis du Moyen-Âge jusqu'aux civilisations plus récentes. Au fait, depuis le début, peut-être que vous vous demandez comment on fait pour remonter cette histoire des températures. Eh bien, les scientifiques utilisent différents indices. Pour les périodes les plus récentes, on peut par exemple étudier la croissance des arbres ou les évolutions des glaciers. Pour des périodes plus anciennes, on peut s'appuyer entre autres sur des bulles de gaz coincées dans de gigantesques carottes de glace ou des sédiments océaniques ou encore des modèles numériques. Avec les forages antarctiques, on descend jusqu'à 800 000 ans en arrière, un tout petit peu plus. On n'agit jamais avec un seul outil. Je vais regarder les foraminifères, je vais regarder les pollens, je vais regarder les isotopes. On regarde tout en même temps. Plus on va loin en arrière dans le temps, plus on a des barres d'erreur larges, mais ça nous permet quand même de bien quantifier les évolutions. Mais qu'en est-il de l'évolution récente du climat ? Plongeons dans les 2000 dernières années. La température moyenne mondiale a connu une légère baisse autour d'un demi-degré. Et puis depuis 1850, il s'est passé ça. On retrouve en termes de vitesse et d'amplitude de changement les mêmes choses. Ça va vite et ça va fort. Une hausse déjà de plus d'1,2 degré en 150 ans. À titre de comparaison, même si on n'a pas de relevé sur de courtes périodes, lors de la dernière déglaciation, le taux maximal de réchauffement par tranche de 1000 ans était d'environ plus 1,5 degré. Et là donc, on a déjà plus 1,2 degré en seulement 150 ans. Cela fait donc probablement au moins 125 000 ans qu'il n'a pas fait aussi chaud sur une longue période. Ça peut paraître faible, 1,2 degré, mais si vous vous souvenez, on était déjà sorti d'une glaciation. Et donc si on suit la logique, on était censé déjà être dans une période chaude. Tout ça, ça pourrait avoir de nombreuses conséquences. Vous vous souvenez, lors de chaque changement passé, plusieurs espèces ont disparu. Je vous ai aussi dit que d'autres espèces arrivaient à survivre en se déplaçant progressivement dans des zones refuges avant de se redévelopper après le choc. Mais selon ce rapport, contrairement au changement climatique précédent,
le réchauffement récent s'ajoute à des facteurs de stress qui rendent les êtres humains et la nature vulnérables à des changements d'une ampleur inédite. Là, pour le coup, on reprend un scénario de crise, celui que je vous ai donné tout à l'heure pour le Permo-Trias. On est dans un système qui est déjà fragilisé d'un point de vue de la biosphère, puisque cette perte de biosphère elle est très conséquente déjà. Donc, quand on attaque un système qui est déjà fragilisé comme ça, avec des variations climatiques aussi rapides que celles qu'on est en train de vivre, la résilience, elle va être compliquée. Et c'est là où, en fait, ça inquiète. Du côté des animaux et des végétaux, on peut citer par exemple la destruction de vastes zones naturelles par les humains qui pourraient compliquer les déplacements nécessaires à la survie. En parallèle, certains développements sociaux et techniques peuvent être des atouts, mais le fait qu'on vive dans de grandes sociétés sédentaires avec beaucoup d'interdépendances peut nous rendre plus vulnérables. Enfin, ce réchauffement qui nous fait entrer dans l'inconnu, il y a autre chose qui le différencie des autres qu'on a vus. Ça se passe du côté de ses causes mêmes. Plusieurs équipes de scientifiques ont simulé l'évolution que la température devrait avoir en prenant en compte uniquement les facteurs naturels qu'on trouvait dans les changements rapides passés, c'est-à-dire pour résumer les dernières variations de l'ensoleillement et éruptions volcaniques. Eh bien, quand on prend en compte ces facteurs naturels, la température devrait être à peu près stable. Devrait déjà descendre vers des conditions qui amorcent une glaciation. En parallèle, ces scientifiques ont fait la même chose mais en ajoutant cette fois l'évolution des gaz à effet de serre comme le CO2 ou le méthane dans le modèle. Et dans ce cas, ils obtiennent une augmentation de la température moyenne très proche de l'augmentation qu'on a mesurée ces 150 dernières années. En fait, si on regarde la concentration de CO2, depuis au moins 800 000 ans, elle restait comprise entre environ 175 et 300 ppm. Je ne sais pas si vous connaissez les valeurs aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 420 parties par million. Donc, vous voyez, on est en anomalie à 120 parties par million. C'est inédit, jamais notre espèce apparue il y a environ 300 000 ans n'a connu de telles concentrations de CO2. Si on compare au PETM que je vous ai décrit dans la partie 2, le relargage actuel de CO2 se ferait 4 à 10 fois plus vite, selon cet article. En parallèle, d'autres gaz à effet de serre comme le méthane connaissent aussi une augmentation. Et tout ça, ça vient des activités humaines, principalement les activités industrielles, les transports, le chauffage, la production d'électricité à base d'énergie fossile, la déforestation ou encore certains élevages ou engrais. Je vous propose ces deux vidéos si vous voulez creuser les possibles conséquences massives du réchauffement actuel pour l'Europe et la France. Alors, peut-on limiter la casse? La communauté scientifique répond que c'est encore possible et il insiste sur 2 points. D'un côté, il faudrait transformer nos sociétés pour réduire de manière drastique nos émissions de gaz à effet de serre. De l'autre, il faudrait développer des mesures d'adaptation pour nous protéger au maximum. Si on regarde du côté des émissions, si les engagements des États à long terme sont tenus, on devrait atteindre autour de 2,1 degrés de réchauffement en 2100 et 2,7 degrés si on prend en compte seulement les mesures actuellement déjà prises, prévues ou votées par exemple. Quand on nous parle de réchauffement globaux pour la fin du 21e siècle de 2,5-3 degrés Celsius, waouh, c'est énorme. Il faut seulement un écart de 5 degrés pour passer d'un glaciaire avec 50 millions de kilomètres cubes de glace sur l'hémisphère nord à un interglaciaire où il reste plus que 3 millions de kilomètres cubes. Si on reporte ces niveaux de réchauffement sur l'histoire longue, c'est bien plus élevé que ce que l'humanité n'a jamais connu, de même pour les animaux et les plantes dans au moins les derniers millions d'années. Tout en sachant qu'on ne peut pas exclure un réchauffement plus important si on échoue à maintenir nos trajectoires ou si le réchauffement se poursuit après 2100. Bon, je suis quand même tombé sur une évolution qui nous rapproche un peu de l'objectif qu'on doit atteindre. Peu après l'accord de Paris sur le climat, qui vise à maintenir le réchauffement en dessous de 2 degrés et poursuivre les efforts pour un objectif d'1,5 degré, en 2017, les estimations de l'avenir climatique étaient encore plus élevées. Plus 3,4 degrés en 2100 pour les actions prévues et votées, et plus 3,2 degrés pour les engagements. Ça veut dire que les mesures annoncées ces dernières années ont permis de se rapprocher de l'objectif. Les prochains mois et les prochaines décennies sont donc déterminants pour le futur climatique de notre génération et des prochaines. On peut modérer et s'adapter. Moi, je reste vraiment dans les optimistes. De toute manière, si on le fait pas pour le climat, faut le faire pour d'autres raisons. Cette modération, c'est quelque chose qui me questionne. Je me dis mais comment nos gestionnaires, nos décisionnaires n'arrivent pas à prendre en compte que les problématiques environnementales, ce sont les problématiques de base de notre résilience. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai pris que quelques exemples pour rendre tout ça plus vivant, mais je vous mets plein de sources sous la vidéo YouTube pour explorer d'autres moments de cette histoire climatique de la Terre. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a intéressé pour qu'elle touche un public plus large. Et si ça vous intéresse que je mette en avant les solutions mises en avant par plusieurs scientifiques pour tenter de limiter ce réchauffement dans une prochaine vidéo, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je conclue en remerciant toutes les personnes qui rendent possible ces vidéos et je vous dis à très bientôt.